Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. On va attendre une petite minute le temps que tout le monde se connecte. Bonjour à tous, on va commencer le webinaire à 11h02, dans une petite minute. Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire sur le report modal et sur les retours d'expérience. Donc on va commencer, j'espère que tout le monde m'entend bien. Alors, vos interlocutrices pendant ce webinaire vont être Gloria Di Isolo, qui est coordinatrice au sein de l'AETF Service, plus particulièrement sur les programmes Fred 21 et Remove, et donc moi-même, Maëlys Mercier, qui suis chargée de mission au sein de l'AETF Service également, principalement sur les programmes Fred 21 et Remove. Avant toute chose, je vous rappelle que l'AETF est l'association des utilisateurs de transport de fret. Notre rôle principal est d'informer, de fédérer, de représenter et d'accompagner les entreprises industrielles et commerciales dans leur fonction de donneur d'ordre de transport. Et on sensibilise vraiment les entreprises aux enjeux de décarbonation et de transition énergétique. On est vraiment la voix des chargeurs et on représente les chargeurs. Alors aujourd'hui, on aura la chance d'avoir un retour d'expérience de la part de Joran Samartano des Caisses Granini et de Laure Dijon de l'Agence du don en nature. Donc, vous aurez leur retour d'expérience lors du milieu du webinaire. Alors, quelques petites règles techniques avant que ce webinaire commence. Je vous rappelle que cette session est enregistrée et que la présentation vous sera envoyée par la suite. Vos micros et vos caméras sont coupés, mais n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat questions-réponses. Si jamais vous en avez, vous pouvez les poser dès maintenant. Alors, ce webinaire est régi par la règle de concurrence. Donc, il est interdit d'échanger ou de communiquer des informations susceptibles de constituer une infraction au droit de la concurrence, c'est-à-dire de diffuser toute information relevant de la stratégie tarifaire déployée dans des négociations commerciales avec vos transporteurs. Alors, pour commencer, on va se remettre un petit peu dans le contexte du report modal. Alors, je pense que tout le monde connaît la stratégie nationale bas carbone, mais on va la rappeler un petit peu. Donc, la stratégie nationale bas carbone, elle vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de transport de 28% en 2030 et à une décarbonation complète à l'horizon 2050. Donc, comme vous pouvez le voir sur le graphique juste à côté, on peut voir que la courbe bleue représente le transport et la courbe verte, l'objectif transport SNBC. Donc, on peut voir qu'en 2020, la courbe des transports était en dessous de la courbe de l'objectif transport SNBC. Et on peut voir que par la suite, elle est venue au-dessus. Et du coup, on est en retard et on peut agir tous dès maintenant, notamment en faisant du report modal. Donc, je vais vous expliquer un petit peu les raisons, pourquoi faire du report modal, les atouts, que ce soit pour le ferroviaire ou pour le fluvial. Alors, les atouts du transport ferroviaire. Il faut savoir que le transport ferroviaire, il émet 9 fois moins de CO2 que le transport routier pour la même masse transportée. Au niveau de l'économie d'énergie, le transport ferroviaire il consomme 6 fois moins d'énergie que le transport routier, ce qui est quand même énorme.
Au niveau de l'avantage financier, la mutualisation, elle permet de réduire les coûts de transport de marchandises de 5 à 30%. Au niveau de la capacité, il faut savoir qu'un train de fret permet de transporter en moyenne plus de 500 tonnes de marchandises, soit l'équivalent d'une quarantaine de camions. Donc, ça permet vraiment la décongestion des axes routiers. Et au niveau de l'impact sociétal, l'impact du bruit du trafic ferroviaire sur la population est d'une faible ampleur avec le ferroviaire. Donc, les atouts du transport fluvial, il y en a qui sont un petit peu similaires au transport ferroviaire, mais il y en a d'autres. Au niveau des émissions de CO2, le transport fluvial émet jusqu'à 5 fois moins de CO2 que le transport routier pour une tonne transportée. Excuse-moi Maëlys, il y a des personnes qui disent qu'ils ne voient pas la présentation et que ça ne s'affiche pas et qu'on ne te voit pas. Ah, juste. Excusez-nous, on règle ce petit problème. On va redémarrer le partage. On redémarre dans quelques minutes. Excusez-nous. Allons-y. Hop, normalement. Est-ce que vous voyez maintenant les slides? Je crois que oui. Oui, normalement. Oui, ok, très bien. Super. Bon, excusez-nous, c'est les aléas du direct. Donc, je vais reprendre sur les atouts du transport fluvial. J'espère que vous m'avez bien entendu depuis le début quand même. Je disais que la capacité d'une barge, elle peut contenir l'équivalent de 220 camions, donc, ce qui est relativement bien. Au niveau de l'économie d'énergie, on peut consommer 3 à 4 fois moins d'énergie avec un transport fluvial qu'un camion pour la même quantité transportée. Au niveau de la fiabilité, une disponibilité maximale sans embouteillage et les livraisons par voie fluviale respectent les délais. Et au niveau de la souplesse, les unités fluviales permettent d'acheminer tous les types de marchandises, quel que soit leur volume. Donc, voilà un petit peu pour les atouts du transport ferroviaire et du transport fluvial. Hop. Alors, l'objectif serait de doubler la part des modes alternatifs à la route d'ici 2030. Alors, en 2022, le transport ferroviaire représentait 10% du transport total et l'objectif serait qu'il passe à 20% en 2030. Pour le fluvial, en 2022, il était représenté par 2% du transport total et l'objectif serait qu'il passe à 3% en 2030. Donc, il faut savoir que le ferroviaire émet jusqu'à 9 fois moins d'émissions de gaz à effet de serre que le transport routier et que le transport fluvial émet jusqu'à 5 fois moins d'émissions de gaz à effet de serre que le transport routier. Donc, voilà un petit peu pour la mise en contexte du report modal. Je vais laisser maintenant la main à Gloria Di qui va vous parler plus en détail du programme Remove. Et ensuite, nous aurons donc le retour d'expérience d'Eketgravini et de l'Agence du thon en nature. Merci Maëlys. Bonjour à tous et à toutes, parce qu'on est une équipe de femmes, hein, faut bien le préciser aujourd'hui. Donc, merci en tout cas à tous d'être présents aujourd'hui. Donc, comme l'a dit Maëlys, je me présente, je suis Gloria Di au sein de la UTF, dans l'équipe décarbonation de la UTF. Concrètement, nous, aujourd'hui, notre rôle, c'est, comme l'a présenté Maëlys, de vous présenter un programme qui est aujourd'hui l'une des réponses des pouvoirs publics pour justement pallier à la décarbonation du transport de fret, qui est le programme Remove. Alors, qu'est-ce que le programme Remove? Le programme Remove, c'est un programme d'accompagnement pour accélérer justement les projets de report modal.
Aujourd'hui, les pouvoirs publics, dont l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, soutient cette démarche en compagnie de divers acteurs qui sont aujourd'hui porteurs du programme, que ce soit dans le secteur du ferroviaire, maritime et également fluvial. On a également des organisations professionnelles telles que l'UTF et les autres que vous voyez à l'écran qui également animent tous ensemble ce programme. En termes de modèle économique, le programme Remove est aujourd'hui financé par les certificats d'économie d'énergie. Concrètement, ce qui permet aujourd'hui aux entreprises d'avoir des subventions pour justement démarrer des projets de report modal et un accompagnement. À savoir que le programme Remove, c'est le nom du programme global, contient deux dispositifs. Il y a Remo et l'Octeo. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur Remo, car l'Octeo, c'est plutôt la partie verdissement du matériel pour les opérateurs effectivement ferroviaires, fluviales, etc. Alors, qu'est-ce que c'est Remo? Remo, c'est un engagement volontaire où les entreprises s'engagent volontairement à, en tout cas, dans un premier temps, faire une étude pour le report modal. Et donc, dans le dispositif Remo, vous avez donc le droit à un accompagnement technique et une expertise qui va vous permettre non seulement d'identifier vos flux, mais également d'avoir des conseils sur toute la partie mise en œuvre qu'on va voir juste après. Ensuite, il y a un deuxième volet qui est sur l'aspect financier, qui est l'AAP, l'appel à projet Remove, qui permet aux entreprises, je parle d'entreprises, mais il y a également les transporteurs, de pouvoir aujourd'hui bénéficier de financement. Ce sont des appels à projets ponctuels que l'ADEME publie, et les entreprises candidatent à ces appels à projets et les lauréats bénéficient de ces subventions. Et d'ailleurs, on va en parler juste après avec l'agence de dons là-dessus. En termes d'accompagnement, aujourd'hui, dans le cadre là, du dispositif Remo et non l'AAP, l'accompagnement se divise en plusieurs parties. On a la première partie où c'est plutôt la sensibilisation, on va présenter le projet aux entreprises. Le rôle de l'ITF, effectivement, c'est vraiment d'accompagner les entreprises dans ce programme. D'ailleurs, à l'issue de ce webinaire, vous allez recevoir une attestation de sensibilisation qui ne vous engage en rien. C'est un peu la partie administrative qui nous permet en fait aujourd'hui de bien attester qu'on en parle aux entreprises. Et si vous souhaitez poursuivre justement dans le programme, dans le dispositif Remo, et la seconde étape, c'est le test de maturité pour voir justement où vous en êtes dans votre niveau de maturité par rapport au report modal. Une fois qu'on aura fait ce test de maturité, on va vous aider à construire votre feuille de route et surtout, grâce à justement toute une équipe d'experts. Sur la partie fluviale, on a Voies navigables de France et sur la partie ferroviaire, on a le groupe GNTC, donc le groupe national du transport combiné, et l'AFRA, l'Association française du rail, qui accompagne les entreprises sur cette partie-là. Alors, en quoi consiste la feuille de route? C'est tout simplement une étude de flux. Et à partir du moment où on va identifier les flux qui sont éligibles au report modal, vous allez donc décider ou non de poursuivre vers une adhésion dans le programme et ensuite poursuivre sur la partie mise en œuvre. La partie mise en œuvre consiste tout simplement à reconstruire un plan d'action, donc avoir des conseils autour des scénarios détaillés, l'analyse des risques, l'identification des coûts et des backups, la conduite du changement, conseils sur les prestations, les matériaux, les négociations et la mise à jour de votre schéma de transport. Mais pour que ça soit beaucoup plus concret, je vais donc laisser la parole à nos deux entreprises qui sont là, que je remercie. Et puis, démarrons directement avec une petite vidéo de présentation du projet de l'agence Bons en Nature.
Ma souris. Oui, excusez-nous, la vidéo arrive dans quelques secondes. Voilà. Parfait. Alors, l'ordre, enfin, je vous laisse vous présenter. On va démarrer effectivement par l'ordre. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, petite vidéo teasing, mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais on reviendra après un peu plus en détail. Laure Dijon, moi je suis chef de projet depuis 3 ans à l'Agence du don à nature. Voilà, on reviendra après sur qui est l'Agence du don à nature, mais en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation, parce qu'on est toujours très fiers de pouvoir parler de nous et de mettre en avant ce qu'on fait. Et donc, moi, c'est Jérôme Samartano, je suis responsable transport et logistique chez Ekes Granini depuis 1 an. Et donc, je vais vous présenter l'entreprise et les actions en place depuis début 2025 pour le report modal. Effectivement, donc 2 entreprises aujourd'hui engagées dans le dispositif REMO, comme on l'a vu, une partie effectivement sur l'AAP et l'autre partie sur la partie accompagnement. Merci d'être en tout cas aujourd'hui présente ici. Alors, ouais, je commence parce qu'effectivement, présentation des entreprises, mais du coup, nous, on est une association. Voilà. Et c'est ça qui est aussi intéressant, je pense, de souligner. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, nous, notre association, en fait, on récupère des produits neufs non alimentaires auprès d'entreprises donatrices. Et ensuite, ces produits, on va les distribuer à des associations en France qui aident elles-mêmes des personnes en situation de précarité. Voilà, donc ça, c'est notre activité. Qu'est-ce qui se passe? Alors concrètement, en fait, cette activité, elle ressemble à beaucoup d'activités de chargeurs et de e-commerce B2B, hein, si on prend vraiment en termes logistique et supply. Les donateurs, les entreprises vont nous livrer les produits sur notre entrepôt école. Là, on verra après, on a d'autres entrepôts, mais majoritairement un entrepôt qui est dans le nord. Ces produits, ils sont stockés dans des entrepôts et on a un catalogue en ligne sur lequel nos associations partenaires peuvent passer commande justement des produits de première nécessité. Et ensuite, ces produits, on prépare des commandes et on les expédie par l'intermédiaire de nos partenaires transporteurs sur l'ensemble du territoire français aux associations et les associations, évidemment, ensuite redistribuent aux bénéficiaires. Alors,
où est-ce qu'on est exactement et l'importance de là où on est va être primordiale ensuite dans les actions qu'on a pu mettre en place. Donc, on a un entrepôt, ce qu'on appelle un entrepôt-école, parce qu'on travaille en l'occurrence avec des organismes de formation, qui est à Dourges, dans le Nord, sur la plateforme Delta 3, et ça aura toute son importance pour la suite. On travaille aussi avec un entrepôt partenaire, Main-Forte, qui est près de Lille. Donc voilà, on est majoritairement, effectivement, en termes logistiques, situé dans le Nord. L'équipe du siège, elle, est à Paris, et on a aussi un entrepôt partenaire avec Bioport, qui est sur la logistique humanitaire et qui est près de Lyon, exactement à Saint-Quentin-Fallavier. Donc, on a 3 entrepôts de stockage. Aujourd'hui, on est 25 salariés dans l'association et on a toute une équipe de bénévoles en région pour justement ensuite animer le réseau d'associations locales. Parfait. Quelques chiffres juste pour que vous voyez un peu effectivement ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, on travaille avec 1300 associations partenaires. On accompagne à peu près 1,3 million de personnes. On est présent dans 92 départements. Et en valeur marchande, les produits aujourd'hui qu'on récupère et qu'on va distribuer, on s'élève à peu près à 62 millions d'euros en termes de valeur marchande. Donc, qui sont en fait ces personnes et ces associations avec lesquelles du coup on est partenaire? Ça va être une grosse majorité qui sont des accueils et des hébergements d'urgence, hein, ça peut être des accueils de jour, des centres d'hébergement, et aussi une grosse partie qui vont être des épiceries sociales et solidaires. Donc voilà, donc ça c'est je dirais les grosses parties des associations qu'aujourd'hui on va livrer, avec aussi beaucoup de petites associations sur la protection de l'enfance, aussi des activités, des associations qui sont sur l'insertion par l'activité économique. Donc voilà, on a toute une diversité aujourd'hui de partenaires associatifs. Et justement, notre rôle à nous, c'est de permettre à des petites structures d'avoir accès à un catalogue de produits qui est vraiment riche, quelle que soit leur taille, leurs moyens, leur capacité de stockage. Voilà pour ce qu'on fait. Merci Laure. Laurent. Et donc, Ekes Granini, nous sommes une entreprise familiale allemande détenue par la famille Ekes depuis 1875. Notre siège et usine se situent à Mâcon. En France, l'entreprise emploie 360 personnes, dont 220 sur le site de Mâcon. Les autres personnes travaillent pour le commerce sur le terrain ou dans les bureaux à Paris pour le service commerce et marketing. Nous produisons et ne vendons uniquement des marques nationales que sont Joker, Pago et Granini. Sur les réseaux, le canal de distribution GMS, grande distribution, et puis la consommation hors domicile par les grossistes de boissons. Donc, Ekes Granini est plutôt engagé pour réduire les émissions de CO2 de toute sa supply chain. On démarre par l'approvisionnement en fruits avec l'engagement pour une culture durable pour limiter les émissions de CO2. Nous avons des partenariats avec les agriculteurs pour notamment développer tout ce qui est agriculture raisonnée. L'emballage de nos produits, donc c'est plutôt le service packaging qui travaille pour réduire le poids des emballages, réduire la quantité de plastique et puis développer aussi tout ce qui est consommation retournable, c'est-à-dire le consigné, qui est en plein développement, notamment sur le canal de distribution hors domicile, avec par l'intermédiaire des bars-restaurants. Via nos grossistes, on distribue du verre consigné, des bouteilles qui nous sont retournées, lavées sur le site de Mâcon pour ensuite être réemployées.
Et donc, le transport, nous travaillons pour réduire les émissions de CO2 de nos transports. Nous sommes engagés dans le programme Fret 21 depuis 4 ans. Et donc, en moyenne, nous avons réduit de plus de 7% nos émissions de CO2. Et puis, il y a des travaux qui sont faits pour améliorer la consommation énergétique au sein de l'usine. Et puis, tout ce qui est verdissement des flottes de véhicules de nos commerciaux, notamment. Donc, comme je le disais, EKS Granini a obtenu le label Fret 21 en 2024. Et donc, nous travaillons pour réduire encore nos émissions de CO2. Et en 2025, nous avons passé 28% de nos kilomètres effectués sur la route avec l'utilisation d'un carburant HVO afin de réduire les émissions de CO2, mais aussi, du coup, le développement du multimodal. Grâce au programme RIMO, nous avons pu identifier des lignes éligibles au report modal. Et donc, nous avons, on va dire, économisé 150 000 kilomètres que nous avons passés par le train au lieu d'être sur la route. Voilà. Très bien. Du coup, on va approfondir le sujet. Du coup, Laure, pour quelles raisons l'Agence du don en nature a choisi de faire du report modal? Alors, pourquoi on a choisi de faire du report modal? C'est ce que je disais tout à l'heure. On a donc notre entrepôt principal en fait aujourd'hui qui est situé dans le nord à Dourges, qui est vraiment sur la plateforme Delta 3. Donc, on est littéralement à côté du terminal ferroviaire du Nord. Moi, quand je suis arrivée il y a 3 ans, ma directrice supply, je pense, qui est connectée, Alexandra Vidal, si tu m'entends, voilà, qui m'a dit on va faire du train. Et effectivement, en fait, on était déjà engagés dans le programme Fret 21. Alors, à l'époque, quand on a notre premier engagement, donc on était la première association à s'engager vraiment dans le programme Fret 21. On n'avait pas, à cette époque-là, lors du premier engagement, une ligne sur le report modal. Mais c'est vrai qu'au vu aujourd'hui de notre positionnement géographique de l'entrepôt, et vous le voyez, en fait, les associations qu'on livrait, donc on fait actuellement de la messagerie, de l'affrètement, majoritairement d'ailleurs de la messagerie. On a une grosse zone, alors évidemment, d'associations partenaires qui sont dans le Nord, mais aussi, vous le voyez, ensuite en Île-de-France, mais aussi voilà, dans le Sud, côté Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, ça avait tout son sens au vu de notre positionnement géographique de pouvoir faire du report modal. Donc, c'est là que, évidemment, la question a été ouverte. En plus, on est, donc en fait, notre entrepôt à Dourges est situé donc, sur le pôle d'excellence Euralogistique de la CCI Hauts-de-France, et on avait eu des discussions avec les personnes qui sont de la CCI, qui ont des équipes dédiées, notamment un contact avec Maëlys qui anime des formations, on en reparlera sur savoir le faire, qui à l'époque aussi nous avait déjà fait des études de ce qui était possible de faire, où est-ce qu'on pouvait le faire, quels étaient les partenaires transporteurs avec qui on pouvait bosser. Donc voilà, donc c'est né de là, c'est né de... On avait un positionnement géographique qui était vraiment littéralement voué à faire du report modal, on ne pouvait pas faire autrement. Je disais, ouais, c'était sous notre nez. Et ensuite, on avait en plus un réseau de partenaires associatifs qui correspondait à des lignes qui existaient. Donc là, en l'occurrence, nous, on fait du report modal. On a démarré sur la ligne Dourges-Vénissieux. Donc, on ne s'est pas lancé tout de suite à faire du report modal sur des livraisons de commandes aux associations. On a fait des premiers tests sur des flux internes, parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a des parties des produits qui nous sont donnés par les entreprises qui ne peuvent pas être distribués tels quels aux associations. On est obligé de les trier. Et en fait, donc Bioport, qu'on a mentionné tout à l'heure, qui est un partenaire de tri aujourd'hui de distribution, qui est donc près de, qui est vraiment aussi pas très loin du terminal de Vénissieux, faisait du tri pour nous. Donc, on a commencé à faire des allers-retours en train
de complets de produits à trier qui nous revenaient triés dans le Nord. On s'est rendu compte que ça fonctionnait, on en reparlera sur les coûts, mais que ce n'était pas plus cher, en l'occurrence, sur ce complet d'un point A à point B. Donc, ensuite, on s'est dit, voilà, on a testé et on va se lancer sur les livraisons de commandes. Donc, d'abord, effectivement, sur la ligne d'Ourges-Vénissieux pour l'Auvergne-Rhône-Alpes. Et ensuite, on en reparlera, mais avec les programmes, notamment l'appel à projet Remove, ça nous a permis d'aller un peu plus vite sur le déploiement. Et on avait aussi, en termes de volume, donc la possibilité de le faire dans le sud. Donc, on utilise la ligne d'Ourges-Miramas. Donc, aujourd'hui, on travaille avec l'AE sur la ligne d'Ourges-Vénissieux et l'OMAX sur la ligne d'Ourges-Miramas. Merci beaucoup, Laure. Du coup, Joran, pour quelles raisons EKS Graminy s'est engagé dans le dispositif Remove? Alors, EKS Graminy a toujours été à l'écoute de l'évolution du secteur du transport et intéressé pour essayer de transporter en limitant les émissions de CO2. Je pense que cet aspect RSE est très présent dans l'entreprise. C'est déjà une volonté de la direction d'essayer de faire mieux et plus propre. Et donc, avec ma prédécesseuse, nous avions suivi une formation Oser le faire, notamment présentée par Maëlys, pour un petit peu voir le fret ferroviaire, qu'est-ce que c'est, comment ça s'opère et quels sont les interlocuteurs. Voilà, c'était un petit peu pour voir quelles étaient les possibilités, quoi. Et du coup, vraiment, le but premier, c'est de réduire l'impact environnemental pour effectuer nos livraisons. Et du coup, par le programme REMO, on a pu, ou en tout cas, on a identifié une solution pour un petit peu faire le point de tous nos flux et puis pour pouvoir faire un état des lieux de ce qui était envisageable ou non, et puis quels terminaux existaient en France, quelles lignes pouvaient être faites et un petit peu comprendre comment les opérations s'organisaient, quoi. Et finalement, le programme REMO permet aussi de clarifier les possibilités de report modal, quoi. D'accord. Et donc, sur la partie faire, vous avez été accompagné par le GNTC ou la FRAP? Vous êtes plutôt sur le combiné ou plutôt le GNTC. Donc, nous, on a eu un interlocuteur du GNTC. Et du coup, qu'est-ce que le dispositif REMO vous a apporté? Est-ce que l'accompagnement technique, il a été bénéfique pour vous? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Comme je le disais, on a eu un accompagnement début 2025 pour l'étude de nos flux. Donc, c'est vrai qu'au début, je pense que le report modal, ça fait un peu peur. On ne sait pas comment prendre le sujet, en fait. Et du coup, d'avoir un interlocuteur qui est expert du sujet permet de clarifier un petit peu les possibilités. Donc, du coup, cette personne a pu nous identifier pour chaque ligne de nos livraisons quel terminal pouvait être utilisé pour le chargement, pour le déchargement, d'identifier du coup le nombre de kilomètres qui pouvaient être passés par le train, quel était le pré- et post-acheminement restant en route. Et du coup, ça permet de simplifier en tout cas l'analyse, quoi. Et puis d'avoir un appui parce que cette personne connaît les interlocuteurs, connaît les opérateurs de ces terminaux et du coup peut aussi nous mettre en lien et nous aiguiller sur aussi le matériel que les transporteurs doivent utiliser, quel transporteur déjà opère avec cet opérateur du terminal en quelque sorte. Et donc, on va dire, ça simplifie la compréhension de l'organisation parce que c'est vrai qu'en effet, le transport ferroviaire implique une multitude d'interlocuteurs, d'intervenants, mais au final, en tant que chargeur, notre interlocuteur unique, c'est le transporteur qui du coup fait le lien avec tout ça pour organiser et prendre en charge notre marchandise. Donc,
finalement, j'en parlerai après, mais qui a été vraiment bénéfique dans cet accompagnement, c'est d'une d'avoir le même interlocuteur qui suit l'entreprise et qui suit l'avancement de notre projet, qui nous accompagne et qui est disponible pour toutes les questions qu'on peut avoir sur comment le mettre en place, qui contacter, etc. C'est vrai que ça simplifie vraiment la compréhension de toutes les opérations, quoi. Et merci beaucoup déjà pour ce retour. Une autre petite question, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre projet du coup, de report modal? Alors du coup, début 2025, on a initié, on va dire, le passage de livraison en transport ferroviaire sur 3 lignes. Donc 3 lignes qui vont vers la Bretagne. L'idée, c'était vraiment de faire un test, de voir, voilà, est-ce que ça marche? Est-ce que il n'y a pas d'impact pour notre client? Parce que nous, en tant qu'entreprise, la règle, c'est de servir le client en temps et en heure qu'il nous est demandé. Voilà, le taux de service est vraiment très, très important. Et du coup, on s'est dit, bon, on essaie sur 3 lignes et on voit. Et au final, je dirais que la conclusion est très, très satisfaisante. Les livraisons se passent très bien. On a eu sur l'année un retard dû à un problème ferroviaire, mais finalement, le transporteur s'est débrouillé pour faire passer la marchandise sur la route et ça a été transparent pour nous. Donc finalement, c'est pas compliqué quand on a les bons interlocuteurs en face. Et il ne faut pas hésiter à poser des questions, je dirais, à essayer de regarder, peut-être de démarrer quelques lignes, de voir, d'observer, et puis de se faire son expérience pour se rendre compte si après ça peut être étendu à d'autres lignes, à d'autres terminaux, parce qu'en effet, nous, on est aujourd'hui uniquement en livraison entre le terminal de Lyon-Vénissieux et le terminal de Rennes. 2026, là, nous sommes en train de relancer un appel d'offres sur nos transports de distribution, le transport qu'on dit aval. Et donc, aujourd'hui, on va regarder, du coup, grâce à l'analyse Rémo, quelle ligne peut être envisagée pour 2026. C'est intéressant ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, le report modal, en fait, c'est vu comme difficile, compliqué à mettre en place. Mais vous avez soulevé effectivement l'une des complexités qui est justement l'écosystème à connaître. Et donc aujourd'hui, grâce à Rémo, vous avez pu justement aujourd'hui bien identifier, en tout cas les interlocuteurs, au travers du contact que vous avez eu, d'experts que vous avez eu. Tout à fait. Le programme Rémo permet d'identifier les interlocuteurs, de discuter, de comprendre qu'en fait, finalement, il faut se coordonner et finalement, pour ce que j'appelle le multimodal, c'est le transporteur qui gère la communication entre tous ces interlocuteurs du fret ferroviaire. Merci. On va parler maintenant de coûts parce qu'aujourd'hui, effectivement, le report modal représente un coût quand même supplémentaire, en tout cas par rapport au transport routier. On en est bien conscient. Maintenant, l'idée, c'est d'aller au-delà parce que l'objectif premier, c'est déjà de décarboner, comme vous l'avez très bien dit. C'est aujourd'hui d'atteindre, en tout cas, maximum possible en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Pour l'or, justement, quel surcoût a impliqué ce changement de mode de transport? Est-ce que vous avez eu recours à des aides? Si oui, lesquelles? Oui, donc je vais revenir un peu sur effectivement le. Alors attends, ouais. Ah, pardon, je suis allée. Bon, si tu oui, veux. Excusez-moi. Des slides à présenter. Ouais, si tu veux démarrer par tes coûts à toi. Voilà, je vais continuer comme ça. Alors, du coup, nous, le transport rail-route a entraîné un surcoût d'environ 5%. Qui est, je pense, ce qui est supportable en tout cas
pour on va dire le bénéfice environnemental pour l'entreprise. Faut savoir qu'aujourd'hui, de nombreux clients nous demandent ce qu'on fait pour la décarbonation, on va dire, de toute notre supply chain. Et du coup, forcément, il faut qu'on parle de la décarbonation de nos transports pour la partie distribution. Et finalement, c'est un argument commercial aujourd'hui qui, je pense, va être mis en avant pour 2026. Aujourd'hui, on n'en parlait pas forcément à nos clients parce que c'était un peu un test 2025 à se dire, bah, on ne va pas mettre en avant quelque chose si ça ne marche pas et si on arrête. Aujourd'hui, on voit que ça marche et on veut s'engager dans la décarbonation de nos transports. Donc, on va regarder pour essayer de réduire les émissions de CO2. Et on voit bien que le train, c'est une solution viable et finalement, en termes de réduction d'émissions de CO2, qui est très, très intéressante. Cependant, j'attire l'attention sur le fait que nous n'avons pas pu bénéficier d'aide financière par les fiches C2E. En effet, cette fiche, normalement TRA 116, ne concerne que actuellement les reports de transport par des wagons classiques et les transports par conteneurs maritimes. Nous, aujourd'hui, notre transporteur qui nous fait le report modal utilise on va dire des unités de transport intermodal. C'est donc en caisse mobile et du coup, ce type de matériel n'est pas actuellement éligible à ces subventions-là. Par contre, je pense que c'est un point qui va être remonté avec le développement du report modal. Et donc, peut-être que je pense que c'est amené à être prochainement étudié et ce serait intéressant pour les chargeurs de bénéficier d'un accompagnement pour inciter aussi au report modal et puis pour un petit peu limiter ce surcoût du passage de la route au train. Donc, ce que je comprends, c'est que vous n'avez pas bénéficié du coup ni de la AP, ni des fiches C2E. Donc, c'est un surcoût que vous assumez aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, oui. C'est pour ça que je pense que pour les années à venir, nous allons regarder ce qu'on peut obtenir. Mais je pense qu'en effet, chez nous, la décarbonation et l'aspect RSE est avant tout un engagement et on va dire, aujourd'hui, il y a plein de projets qui sont faits, que ce soit des projets usines, de revues de process pour améliorer l'efficacité des machines. Et aujourd'hui, on fait ça pour, on va dire, réduire nos émissions de CO2 pour limiter notre impact environnemental. Et derrière, il n'y a pas forcément un financement extérieur, mais c'est l'entreprise qui supporte ça. Donc, voilà, pour l'aspect transport, aujourd'hui, EKS Gardini a supporté, on va dire, ce surcoût parce qu'aussi, c'était 3 lignes. Après 2026, on verra comment on gère notre appel d'offres 2026. Très bien, merci. Laure ? Oui, du coup, moi, je vais effectivement revenir un peu sur la geste, parce que du coup, là, on s'est dit, pourquoi on a fait du report modal. Alors, effectivement, il y avait évidemment la situation géographique. Comme vous l'avez compris, on est très, évidemment, notre ADN, c'est sans jeu de mots, mais c'est vraiment notre mission sociale. Faire de l'environnemental, c'était aussi, évidemment, ça fait partie, en fait, complètement du projet, plus, évidemment, les convictions personnelles des personnes de l'équipe. Donc nous, c'était clair qu'il fallait qu'on s'engage là-dedans. Comme je vous l'ai dit, donc il y avait la situation géographique qui fait que oui, ça avait beaucoup de sens. Qu'est-ce qui nous a permis après vraiment d'y aller? Donc on a été accompagné par la CCI, mais surtout vraiment, alors nous, on n'a pas eu Remove. On a fait les choses un peu dans un ordre différent parce qu'on avait démarré avant. C'est vraiment par l'intermédiaire de la charte Fret 21. Forcément, comme on a cette obligation tous les ans dans l'engagement de définir le périmètre transport, d'avoir des données chiffrées, donc une base, des datas qui sont du coup là présentes et propres, hein.
parce qu'aujourd'hui, pour faire son étude quand même de report modal par toutes les plateformes qui existent, à un moment donné, il faut de la data. Et il faut mettre cette data effectivement dans ces plateformes pour avoir des résultats qui soient quand même un peu fiables. Donc ça, ce travail, comment on a pu en fait répondre donc, à l'appel à projet Remove, nous, c'est vraiment parce qu'on faisait partie de la charte Fred 21 et qu'on avait ces données qui étaient déjà propres, déjà disponibles, qu'on a pu très rapidement aller sur l'appel à projet Remove. La charte Fred 21, nous, on a eu la chance, et je tiens à le souligner, Sophie aussi de RIA, qui nous a accompagnés, si tu es là, du cabinet Optimeflux. Donc, en fait, je pense que pour passer au report modal, mais de toute façon, aujourd'hui, dans le cas de tout l'écosystème, c'est vraiment une question de partenaire. Pour ça que tout à l'heure, je citais effectivement nos partenaires aussi de transport combiné. C'est parce que quand on a envie d'avancer vite, il ne faut plus voir les uns les autres comme des concurrents. Alors, bien sûr que oui, il y a de la concurrence, mais c'est surtout qu'il faut s'aider, effectivement, là, comme on le fait, partager et s'entourer des personnes qui, effectivement, ont l'expertise et qui vont nous pousser à aller un peu plus loin. Donc, c'était le cas de Sophie, qui nous a beaucoup accompagnés sur le programme Fred 21. Et c'est par cet intermédiaire aussi de nos transporteurs combinés, c'est ce que tu disais, mais aujourd'hui, c'est vrai que le report modal, ça peut faire peur parce que c'est il y a beaucoup d'interlocuteurs, effectivement, dans nous, le cas du fer, hein, du rail route, mais c'est important du coup de se faire expliquer comment ça fonctionne pour simplement effectivement ensuite une fois qu'on sait déjà on a beaucoup moins peur, on a levé beaucoup de freins et nous aussi en fait les seuls interlocuteurs qu'on a c'est pas les opérateurs Novatrans etc. Nous on passe par nos porteurs combinés. Donc voilà, donc juste la charte Fred 21 nous a permis, nous, de répondre et par toutes les expertises qu'on a eues à l'appel à projet Remove. Donc, nous, pour le coup, on a vraiment fait cet appel à projet pour la partie financière, pas la partie accompagnement, puisque la partie accompagnement, on l'avait eu d'une autre manière. Et aujourd'hui aussi, je dirais, si on a envie de se lancer là-dedans, donc, il y a un écosystème qui est très, très large, qui aurait, je prêche la bonne parole là, mais qui aurait aussi moyen d'être regroupé parce qu'il y a beaucoup de programmes. C'est un peu, quand on regarde de loin, on ne sait pas par quel bout commencer. Alors, je parle de la charte Fred 21. Bon, là, elle ne va pas continuer telle qu'elle dans les programmes EVE, mais il y aura certainement autre chose. Mais du coup, c'est vrai que ce serait bien qu'il y ait un interlocuteur commun. Je passe un petit message. Mais il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Un chargeur ne peut pas dire je ne sais pas. Je ne peux pas me former, je ne sais pas comment on peut faire. Non, c'est pas là, non, c'est pas vrai. Il y a plein de choses. Il y a des formations, donc savoir le faire, qui ont été lancées l'année dernière justement par Maëlys, qui sont vraiment très bien faites, qui avec une partie théorique le matin, une partie pratique justement pour se dire ok, c'est très bien la théorie, mais concrètement ça ressemble à quoi? Tu es sur un terminal, tu vois c'est quoi une caisse mobile, tu vois un portier, enfin du coup tu comprends. Donc voilà, donc simplement nous, on a effectivement eu recours à l'appel à projet Remove de manière assez rapide parce qu'on faisait partie d'autres programmes et de cet écosystème. Et du coup, on avait déjà identifié les lignes sur lesquelles on pouvait faire du report modal et on a pu aller assez vite sur cet appel à projet. Et juste en retour d'expérience, alors effectivement, on va parler coût, mais pourquoi on est aussi sur l'appel à projet Remove en termes de, si on ne parle pas que de coûts de transport, c'est qu'évidemment, faire du report modal, comme tout changement d'organisation opérationnelle, ça demande un peu d'adaptation. Forcément, on ne va pas préparer de la même façon. On va mutualiser, donc ça demande de mettre nos outils informatiques en face par rapport à ça. C'est vrai qu'on est une association, mais on est très bien outillés. On a un WMS, un ERP, donc tous ces outils-là, finalement, il faut aussi les repenser pour pouvoir être efficace sur la mutualisation des caisses mobiles, en l'occurrence. Donc forcément, ça nécessite aussi un aspect financier. Aussi, autre retour d'expérience, c'est sur les délais. Alors nous, on n'est pas contraint par nos délais de livraison. Aujourd'hui, nos associations, on prône vraiment une slow logistique, elles sont habituées. On a des délais de livraison qui sont entre 2 et 3 semaines. Donc, c'est évidemment, il y a beaucoup de chargeurs là qui vont nous écouter, qui vont dire moi, c'est pas du tout ça. Ok, j'entends. Après,
Après, déjà, voilà, on peut repenser quand même son modèle de délai de livraison, mais indépendamment de ces 2-3 semaines, aujourd'hui, ces 2-3 semaines, ce n'est pas notre report modal qui fait ces 2-3 semaines, c'est plutôt notre organisation interne sur la manière dont on prépare les commandes. On a un entrepôt école avec des apprenants. Donc, si on veut voir le boulot d'étranglement, ce n'est pas le report modal. On n'a pas perdu en délai de livraison en passant sur du combiné rail-route. On a un enlèvement... on a une livraison, l'enlèvement a lieu jour J, à J+2, il est au point final. Donc, on n'a pas perdu en tout cas sur les délais, sur la qualité de service non plus. Alors oui, on a parfois des problèmes, des pépins techniques, le portique, voilà, comme tout matériel ne marche plus. Bon, bah oui, ça arrive, hein, le portique ne marche plus, donc forcément, on ne peut pas décharger, on ne peut pas charger. Ça, c'est arrivé, plus effectivement d'autres choses qui sont liées voilà, à la CNCF. Enfin, mais c'est pas, il peut aussi avoir des pépins sur la route. Des accidents. Donc, en plus, bah, voilà, le nombre de transporteurs routiers est en train de diminuer. Donc, je veux dire, pour moi, la qualité de service aujourd'hui, c'est pas un sujet. On a trouvé, tant pis, on décale. En fait, je pense que c'est plutôt compliqué pour le transporteur de combiné plutôt que pour nous, parce que lui, il est obligé de refaire complètement son plan de transport. Nous, ça n'a pas été un sujet et on s'adapte et c'est arrivé vraiment 2 fois. Ça, c'est pas, enfin, nous, ça n'a pas été un point en tout cas. Sur l'aspect coût, donc en plus, effectivement, en fait, l'appel à projet Remove, nous, il nous a permis donc d'englober ce que je disais, une partie adaptation des outils informatiques. Le temps forcément qu'on y passe nous en tant que salariés. Et oui, sur les coûts. Alors les coûts, je suis un peu plus nuancée parce que en fait, je pense que tout dépend des lignes, effectivement, aussi du plan de transport. Aujourd'hui, typiquement, quand on fait un enlèvement A vers un point B sur les caisses mobiles complètes, nous, comme on le faisait sur de l'intercite, où vraiment on prend chez nous, on livre à notre entrepôt près de 50 à la vie près de Lyon, et on remonte pareil le complet. Non, c'est pas plus cher que la route pour le même transport du complet. C'est kiff-kiff. Par contre, effectivement, notre modèle où là, on vient livrer les associations, où là, c'est-à-dire qu'effectivement, on mutualise, on vient livrer un transporteur routier, là, pour le coup, notre transporteur combiné rail-route livre un transporteur routier pour faire les derniers kilomètres, qui ne sont pas que des dizaines de kilomètres, on peut quand même avoir entre 50 et 100 aussi. Là, oui, c'est plus compliqué de rentrer dans ces coûts parce qu'il y a ces derniers kilomètres de livraison et selon effectivement le nombre de kilomètres, selon les lignes qu'on prend, oui, là, effectivement, le modèle financier est un peu plus complexe. Donc, je pense que ça dépend beaucoup du type d'activité du chargeur. Est-ce qu'il livre des gros entrepôts? Est-ce qu'effectivement, comme nous, il y a de la livraison un peu dernier kilomètre, presque B2C au final? Du coup, sur quel périmètre et rayon de kilomètres je me mets pour essayer de rationaliser ces coûts. Ça, c'est d'ailleurs quelque chose qu'il faut continuer à faire. Et là, le programme, effectivement, l'appel à projet Remove nous aide, puisque nous a permis quand même de déployer sur une ligne d'Ourges-Miramas qu'on n'aurait peut-être pas fait aussi vite. Voilà, ça, c'est sûr. Mais c'est pour ça que je suis quand même un peu plus nuancée. Évidemment, des carbos, parce que ça, il n'y a pas de sujet. Je pense qu'il faut tous qu'on passe là-dessus. Et juste pour revenir aussi sur la partie coût, il faut aussi regarder un peu plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, peut-être que sur certains modèles, comme dit, ça coûte plus cher. Après, il va y avoir le TS2 qui va passer. On va avoir le coût carbone qui va passer. Je pense clairement que le report modal va, à un moment donné, se repositionner aussi d'un point de vue financier de manière plus intéressante. Et par contre, j'ai une petite question par rapport à la mutualisation. Du coup, c'est la mutualisation de vos commandes à vous? Ouais. Donc, en fait, effectivement, sur les... pas fait appel à un autre chargeur. Alors, vraiment, donc la mutualisation, c'est effectivement notre transporteur de combiné rail-route qui va prendre sa caisse mobile avec l'ensemble des commandes pour les régions. Et ensuite, effectivement, on a un transporteur routier qui, lui, doit ensuite dispatcher... Donc, mutualisation de vos commandes à vous. Ouais. En interne. Merci Laure. Du coup, on arrive maintenant à la fin de notre webinaire. Il nous reste effectivement 5 petites dernières minutes pour répondre à vos questions. Alors,
Alors, on a une question de Ottoman. Excusez-moi si je ne prononce pas bien. Que signifient les lignes éligibles au report modal pour EQUESS-Granny? Alors, quand je dis les lignes éligibles, je parle des lignes où le report modal a un intérêt, c'est-à-dire nous, on livre sur toute la France, que ce soit des bases logistiques de la grande distribution, mais aussi des grossistes de boissons. Et nous, ce qu'on a défini comme éligible, ou en tout cas intéressante, c'est les lignes sur lesquelles on livrait en complet et sur lesquelles le terminal se situait, en tout cas la part de transport route restante était inférieure à 35%. On avait fait du coup, et du coup dans toutes les livraisons que nous, on a considérées éligibles, on a étudié lesquelles on allait passer en report modal pour 2025. Parce qu'en effet, le grossiste de boissons qui se trouve en Occitanie, qui est très loin du terminal, pour lequel on livre 5 ou 10 palettes, pour nous, c'est des lignes sur lesquelles on ne passera pas en rail route, en tout cas pas dans les années à venir, parce qu'aujourd'hui, le réseau ferroviaire français n'est pas assez développé, et qu'il y a des lignes qui sont intéressantes, comme les 3 qu'on a reportées en 2025. D'accord. Aujourd'hui, vous savez, est-ce que vous avez une idée sur les flux qui sont éligibles au report modal? Vous êtes à peu près à combien de pourcentage à peu près Sur toutes nos livraisons? J'avais compté un quart. Un quart actuellement. Très bien, merci. Donc, on n'a pas beaucoup de questions, donc on suppose qu'effectivement, les gens ont compris en général ce qui a été dit, hein, ce qu'on dit classiquement. Et je rajoute par rapport à ce qui a été mis effectivement sur les lignes éligibles. Alors évidemment, c'est avec une question de volume, ça c'est clair, sachant faire des. Alors nous aussi, on utilise des caisses mobiles, donc on optimise les caisses mobiles. Après, il y a aussi il y a des transporteurs qui font du partiel. Alors après, tout ça, ça va être de nouveau une question de coût, mais voilà, on peut se dire aussi que tous les transporteurs n'imposent pas forcément une tarification à la caisse mobile. On peut aussi avoir du partiel. Tout à fait. Moi, c'est vrai qu'on avait ciblé les camions complets parce que c'est vrai que d'un point de vue coût, c'est plus rentable, on va dire, de reporter du complet. Et nous, on a beaucoup de clients de grande distribution qu'on livre en complet. On va dire cette cible client du complet. Mais en effet, on a eu des propositions de report modal sur du partiel, tout à fait, c'est envisageable. Et après, d'où l'intérêt, plus il y aura de chargeurs qui étudieront des solutions de report modal, plus les transporteurs pourront, on va dire, grouper des livraisons et mutualiser, et plus, je pense, les coûts des partiels se réduiront aussi. Donc, d'où l'intérêt de s'engager et de regarder la faisabilité pour chacun, parce qu'en effet, il y a notamment tous ceux qui servent la grande distribution, ont des grandes bases logistiques qui sont généralement sur des hubs logistiques proches d'un terminal, proches d'une grande ville. Et donc, il y a un intérêt parce que le reste de transport à faire par la route est minime par rapport à la part qui peut être reportée. Et là, le coût, je pense, est pareil presque que le routier. Voilà. Donc ça, c'est typiquement le modèle où c'est le bon modèle. Il faut y regarder. Et en effet, parce que les transporteurs, on va dire, réservent avec ça, j'ai plus de mots, bien sûr, des unités pour mettre sur le train, quoi. Enfin, voilà. Et c'est vrai que plus eux, ils ont de chargement, plus ils auront de capacité à proposer aux chargeurs, plus ce sera intéressant
pour tous les chargeurs de reporter leur livraison sur le train. Bah, ça a suscité encore des questions. Du coup, on a une question de Camille Duboeuf. Bonjour, merci pour votre présentation. Pour bien clarifier, aucun des deux chargeurs n'était également transporteur. Pensez-vous à terme à terme internaliser cette fonction? Alors, moi, je peux répondre pour nous, non. Je ne pense pas que ce soit notre objectif. Et puis, aujourd'hui, on n'a quand même pas les volumes, et ce ne serait pas le but. Et nous non plus, transporteur, pour moi, c'est, pour ECAS Gramini, je dirais, c'est un métier complètement à part et spécifique qui demande des compétences, des connaissances et des systèmes qu'aujourd'hui, nous n'avons pas du tout en interne. Donc, nous prestons cette opération à des transporteurs. Alors, on va terminer avec cette dernière question. Existe-t-il des besoins en report modal orientés vers l'international pour ECAS Gramini? Alors aujourd'hui, je dirais que non, parce que on a très peu en tout cas pour les transports dont je suis responsable, c'est-à-dire les transports qui partent de Mâcon ou que l'on réceptionne à Mâcon. Nous avons très peu de volume et très peu de fréquence. Donc, nous n'envisageons pas encore le report modal sur ces flux-là. Très bien. Un mot de la fin? Moi, je pense que c'est vraiment intéressant de s'interroger sur cette solution de report modal et qu'il ne faut pas hésiter à étudier, à voir ce qui est faisable, ce qui est envisageable, parce que finalement, plus on s'intéresse, plus on discute avec les interlocuteurs qui sont experts du sujet, et du coup, moins on a d'appréhension à envisager le report modal. Donc, je pense qu'il faut essayer et faites-vous votre propre opinion par votre expérience. Merci, Joanne. Ouais, moi aussi, c'était ça. Enfin, nous, l'intérêt, je pense aussi qu'on parle de nous. On est une association, on est 25 salariés. Il y a 2 salariés en entrepôt dans le Nord, on est 4 au siège. On le fait. Donc, je veux dire, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus d'excuses. On a vraiment un vrai sujet sur l'état climatique. Après, je sais qu'on n'a pas tous les mêmes convictions, les mêmes sensibilités par rapport à ça, mais je pense quand même qu'à un moment donné, c'est vraiment de notre responsabilité à tous qu'il y a les moyens qui sont mis. Donc oui, il faut être curieux, il faut y aller. Il faut pas hésiter à se faire accompagner, à trouver, et c'est facile de se faire accompagner aujourd'hui. Donc vraiment, moi je dis allez-y, n'ayez pas peur, et puis et puis d'ailleurs, si vous voulez en discuter, nous on est disponible. Et on le fait aussi parce que justement, nous on travaille avec beaucoup d'entreprises donatrices, et notre but c'est justement d'être aussi exemplaire, c'est de se dire vous voyez, on récupère vos dons, vos invendus, on sait le faire, donc on espère que vous aussi vous avez envie de le faire. Effectivement. Merci à toutes les deux pour ces riches témoignages, et merci à vous qui nous avez suivis jusqu'au bout. Donc, on va terminer ce webinaire. Si vous avez d'autres questions ou des besoins particuliers, n'hésitez pas à nous contacter. Maëlys et moi sommes également disponibles pour vous répondre. Je vous souhaite à tous un bon appétit et à très bientôt. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.